Bonjour à tous, merci d'être venus, c'est super de vous retrouver. Je suis vraiment très content. On va parler de cache parce que comme vous le savez maintenant dorénavant, un WordCamp sur deux, je parle de cache. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas respecter cette règle. Effectivement, c'est ce que disait Fred, cette conférence. On va juste essayer de voir en quoi le cache-objet peut permettre à la fois de participer à une meilleure éco-conception. Et quand je parle d'éco-conception, évidemment, vous le savez tous, sur l'éco-conception, il y a la notion de cycle de vie entier et évidemment le fonctionnement. La partie du cycle de vie où on est sur le fonctionnement, c'est un sujet qui est relativement important. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Alors, avant que l'on ne commence, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous poser la question ce que c'est qu'un cache-objet. Vous vous en rappelez tous sur mon avant-dernière conférence. Un cache, c'est quoi? C'est un composant. Alors ça peut être un composant logiciel ou ça peut être un composant matériel qui sert à stocker temporairement des données. Et pourquoi est-ce qu'on fait du cache? Pourquoi est-ce qu'on stocke temporairement des données? Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est pour la performance. Tout simplement parce que utiliser une copie d'un calcul qui a déjà été effectué, c'est beaucoup plus rapide la plupart du temps que de refaire intégralement le calcul. Alors quand on parle de calcul, ça peut être une requête à une base de données, ça peut être un appel d'API, etc. La deuxième raison, c'est la résilience. Tout simplement parce que plus vous stockez près une copie des données de l'endroit où elle va être consommée, où elle va être publiée, eh ben, vous limitez le risque de perdre la source de données et vous pouvez donc toujours afficher cette donnée. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça me fait plaisir de voir tout ce monde. Et le troisième point, c'est l'efficience. Et ça, c'est parfois quelque chose que, j'allais dire tout le temps, non, c'est parfois quelque chose que l'on oublie. Quand on utilise une copie d'une donnée, non seulement ça permet de ne pas refaire tous les calculs, mais le fait de ne pas refaire tous les calculs, ça permet aussi d'économiser les ressources nécessaires à refaire ce calcul. Et donc il y a un sujet d'efficience qui est ultra important. Alors vous allez me dire, le cache, puisque là encore vous avez énormément suivi ma conférence de Biarritz, le cache, il y en a plein de sortes de cache. Et là, je vais vous mettre à contribution pour savoir un petit peu où on en est. On va se positionner uniquement au niveau de WordPress, donc je ne vous parle pas de ce qui est avant, en amont, ni de ce qui est encore plus près du serveur. Je vais vous poser la question à tous. Il y a 2 sortes de cache dans WordPress. Est-ce que vous savez quels sont ces types de cache? Ok, merci. Ouais, mais c'est pas une forme de cache, ça. Alors, il y a le cache-objet. Ouais, ça c'est un des 2, merci, c'est effectivement le titre de la conf, bravo. Effectivement, il y a le cache-objet. Et il y en a un deuxième. Et le cache... J'ai entendu quelqu'un là-bas dire? Non, pas cache-serveur. Donc le deuxième cache, enfin le premier d'ailleurs, si on descend depuis la requête utilisateur vers WordPress, le premier cache, c'est le cache de page. Alors on appelle ça du cache statique, on appelle ça du cache de page. Globalement, le principe c'est quoi? C'est que tout ce qui doit être rendu à l'utilisateur, envoyé à l'utilisateur et qui est généré, donc ça peut être du HTML, ça peut être éventuellement de la concaténation de fichiers ou des choses comme ça, c'est stocké localement avant d'être envoyé, comme ça la fois prochaine où ce besoin de renvoyer le HTML se fait sentir, il n'y aura pas besoin de le refabriquer. Et le deuxième type de cache qui est dans WordPress, c'est le cache d'objet. Vous savez ce que c'est le cache d'objet ou pas tellement? Bon, le cache d'objet, alors le cache de page, c'est grosso modo pour cacher des pages. Le cache d'objet, c'est pour cacher des objets. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout. Le cache d'objet, ça va vous permettre de stocker et de manipuler, évidemment, puisque c'est un petit peu l'idée, des variables PHP. Que ces variables contiennent le résultat d'une requête SQL, que ça contienne le résultat d'une requête d'API, que ça contienne le résultat d'un calcul complexe, une matrice, un tableau, que sais-je. Ce sont ces variables. L'intérêt de ces 2 types de cache, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle persistants.
C'est-à-dire que d'une requête sur l'autre, ils ne vont pas être oubliés. Parce qu'autrement, vous allez me dire, quel est l'intérêt de mettre des variables en cache? Il suffit de la déclarer à un moment donné, on la réutilise. Oui, ça c'est valable quand on est dans la même requête. Dans une requête différente, il faut évidemment que ce cache soit rendu persistant. Et effectivement, c'est à ça que sert le cache objet. Donc tout le monde est OK maintenant sur ce que c'est que le cache d'objet, ou j'en mets une petite couche peut-être? Non, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Alors, je vous propose aujourd'hui un match entre deux cache objets, deux gestionnaires de cache objets, pardon. D'une part Redis et d'autre part APCU. Alors, il y a des gens qui m'ont déjà posé la question à l'avance, mais pourquoi on ne parle pas de Memcached, qui est aussi un cache-objet? Memcached, c'est un cache-objet totalement distribué, qui nécessite d'être installé sur d'autres machines que la machine où s'exécutent les process PHP, dans la majorité des cas, et donc on ne va pas en parler. De la même manière, pourquoi on ne va pas en parler? Tout simplement parce que comme c'est sur d'autres machines, ça nécessite encore plus d'énergie pour tourner. Ah bien sûr, ça peut avoir de très bonnes performances. De la même manière, Redis peut s'installer de deux manières différentes. Il peut s'installer sur la machine locale, c'est sans doute ce dont vous avez l'habitude, ou il peut s'installer sur un cluster de nœuds à l'extérieur de la machine. Là aussi, cette portion-là, on ne va pas en parler parce que tout simplement, ça nécessite de créer un cluster, donc d'autres machines. Et vous comprenez tout de suite en disant ça que plus on a de machines, plus on a besoin d'électricité et moins on va faire de l'éco-responsable. Donc là, ce qu'on va voir, c'est Redis installé sur la machine locale, comme chez 90% des hébergeurs et des infras classiques. Et ensuite, le deuxième, c'est APCU. APCU, c'est un cache qui est spécifique à PHP, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser pour d'autres sujets que PHP, mais ça tombe bien, WordPress fonctionne avec PHP. Et là, pour le coup, c'est aussi ultra local, et ça ne peut fonctionner qu'en local. C'est-à-dire que si un jour vous décidez d'utiliser, par exemple, deux frontaux web et deux serveurs PHP connectés à une base de données, vous ne pourrez pas utiliser APCU, il n'est juste pas fait pour ça. Et d'ailleurs, ça va être une véritable catastrophe si vous faites ça. Alors, je me suis amusé, oui, on peut s'amuser à ça, à faire des tests comparatifs entre Redis et APCU. Comment j'ai fait ces tests? La première chose, c'est que je me suis mis sur un serveur unique, c'est-à-dire que les tests, je les ai faits sur la même machine, je les ai faits en séquence, c'est-à-dire l'un après l'autre, je ne les fais évidemment pas en même temps, et à chaque fois, je laisse 1 heure à peu près à la machine pour refroidir. J'ai utilisé un beau serveur physique pour faire ces tests-là. Néanmoins, comme c'est du comparatif et que c'est sur la même machine, que ça soit là-dessus ou que ça soit sur un tout petit hébergement léger, finalement, la comparaison reste identique. Il y a deux types de tests que j'ai faits. D'une part, des tests de performance brute. Là, ils ont été faits directement en PHP, même pas avec WordPress, puisque finalement WordPress n'intervient pas vraiment dans ce sujet-là. Et le deuxième type de test, c'est des tests de puissance, donc de consommation électrique quasiment, hein, je l'ai fait sur 1 heure, et de tests thermiques. Et là, j'apporte un petit détail. Pourquoi est-ce qu'on mesure pourquoi est-ce qu'on fait des tests thermiques dans ce genre de cas? Tout simplement parce que le test thermique, c'est quoi? C'est mesurer la valeur de température à l'entrée du serveur et la mesurer à la sortie du serveur. On en déduit une variation de température qui est directement liée en fait alors je vais employer un terme un peu technique, à l'effet Joule, qui consiste à cet effet à ce que toute machine électrique qui est alimentée, comme elle a une résistance qui est non nulle, elle va produire de la chaleur qui est proportionnelle à l'intensité qu'on fait passer, à l'intensité au carré qu'on fait passer dans ces circuits. Et donc, cette chaleur, ce delta de température, c'est ce qu'on appelle de la chaleur fatale. Et c'est ce qui va avoir un impact direct sur le besoin en climatisation, le besoin en refroidissement, ou, si on ne refroidit pas, le besoin en récupération de cette chaleur pour en faire quelque chose. Ou pas, selon les hébergeurs. Et donc, c'est un test qui est très important. Ah oui, petit détail que je n'ai pas donné, les deux tests ont été effectués sur une install de WordPress standard, c'est-à-dire j'ai juste installé WordPress et j'ai installé 1 ou 2 composants, on verra, en fonction de ce qu'il est nécessaire d'installer. Voilà. Je vous propose de regarder tout de suite
le premier test, c'est un test de performance. Déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on fait ou c'est complètement abscon? Non, ouais, ça va tout le monde? Ok, super. Le premier test, c'est un test de performance, donc de performance brute de Redis versus APCU sur de la lecture linéaire. La lecture linéaire, c'est quoi? C'est on fait des tests, je vais vous montrer tout de suite, voilà, ça c'est la base. On fait des tests avec 1 méga de données, 2 mégas de données, 4 mégas, 8 mégas, 16 mégas, 32 mégas, etc. À chaque fois, c'est un objet qui fait cette taille-là. Comme ça, on est sûr que ça ne peut pas être coupé en deux par des effets de cache externe, etc. Et donc, ça veut dire que on va mesurer, certes, la performance brute, mais on va mesurer aussi la capacité de chacun des deux produits, Redis et APCU, à être capable de prendre en compte un objet d'une taille qu'il est capable de stocker, ou d'une taille qui est supérieure à ce qu'il est capable de stocker. Ici, c'est la base. La base, c'est quoi? Donc on est en x1, l'échelle des Y, c'est le facteur d'accélération du fait d'utiliser ce cache. La base, c'est tout simplement le serveur, le même test avec le même serveur, mais fait sans aucun gestionnaire de cache. Alors, vous voyez déjà que l'échelle à droite donne une idée de ce que ça va pouvoir faire. L'échelle à gauche, pardon, excusez-moi. Redis permet, en lecture linéaire, d'accélérer aux alentours de 20 fois la vitesse d'un PHP sans cache. 20 fois, c'est absolument énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et APCU permet un petit peu plus encore. Alors un petit peu plus encore, un petit détail sur la configuration que j'ai utilisée, parce que vous voyez que là, ici, sur la zone 64 mégas, il y a une coupure après très nette où il revient à 0. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à Redis et à APCU d'être capable de stocker des objets jusqu'à 64 mégas et pas plus. Et là, il y a une vraie différence entre les deux aussi, c'est que APCU, quand on dépasse 64 mégas, il dit je ne sais plus faire, et donc je reviens sur un fonctionnement normal, et c'est PHP. Et donc voilà, on retombe sur des valeurs normales. Alors que Redis, c'est un système très très intelligent qui lui permet, même si vous avez dit que vous vouliez stocker jusqu'à 64 mégas, qui lui permet de stocker plus que ça. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas d'impact sur sa capacité à accélérer l'accès en lecture aux données. Second test, cette fois-ci, lecture-écriture aléatoire. Qu'est-ce que c'est que ce test-là? Cette fois-ci, vous voyez qu'en bas, on parle en temps, et on va, pendant X temps, demander, avec une boucle, de lire et d'écrire des données dans Redis ou dans APCU, directement en cache, et évidemment avec la base, toujours la même chose. Ça, c'est le serveur sans Redis et sans APCU qui reste à x1, puisqu'on considère que c'est la base. Évidemment, la base, elle est légèrement variable, hein, c'est une sorte de petite vague. Moi, je l'ai aplanie pour qu'on puisse comparer les autres les uns aux autres. Alors, vous avez commencé à avoir une idée un petit peu de qui va être le premier. C'est Redis. Et on est toujours sur des valeurs qui sont de l'ordre de 20 jusqu'à 5 minutes. Et après, alors c'est de la lecture-écriture intensive, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Hein. Là, je peux vous dire, vous verrez les températures, les serveurs, ils aiment bien. Et à partir d'un certain point, il y a un point d'inflexion là-bas, au-delà, entre 5 et 10 minutes, et petit à petit, la performance de Redis va s'effondrer. Normalement, quand vous utilisez Redis dans WordPress, vous ne devriez pas arriver dans ce cas de figure. Si vous arrivez à ce cas de figure, ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui ne va pas dans WordPress. Mais néanmoins, sachez-le, au-delà d'un certain seuil, les performances de Redis s'effondrent parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et ensuite, vous vous en doutez, APCU, un tout petit peu plus élevé en termes d'accélération, quand même. Et surtout, il ne s'effondre jamais. Il continue tant qu'il est capable de continuer, tant que la machine est alimentée. OK pour ces tests de performance? OK, super. Alors maintenant, évidemment, on peut toujours faire de la performance à fond, en consommant énormément d'électricité, en étant vraiment destructeur de ressources, on va dire, ou gaspilleur de ressources. Donc on va voir un petit peu maintenant comment
ça peut se mesurer en consommation électrique. Alors, consommation électrique. Donc c'est un serveur physique qui consomme, donc là cette fois-ci c'est la puissance que j'ai mesurée. Hein, la consommation électrique c'est la puissance multipliée par le temps d'utilisation de cette puissance. Donc là on est purement en watts et vous voyez que c'est un serveur qui consomme entre 60 et 65 watts en fonction de l'usage et que en fin de test on peut noter peut-être une petite augmentation de la puissance nécessaire pour fonctionner, mais je ne suis pas sûr que si on rééditait le test, on n'aurait pas quelque chose d'un tout petit peu différent ou d'un tout petit peu plus plat. Voilà, bon, ça monte un petit peu, mais très très légèrement. Alors, cette fois-ci, Redis. Redis, c'est super. Au début, il démarre super bien, puisqu'il permet effectivement d'économiser de l'énergie par rapport à un serveur normal. Et puis, il y a un moment, il y a un seuil où ça ne peut plus. Et là, il se met à surconsommer. Alors, je dis Redis surconsomme. Non, c'est pas Redis. C'est Redis fait surconsommer le serveur sur lequel il est. Et on arrive quand même à des scores qui sont assez importants, puisque vous voyez que le serveur, de mémoire, c'est un serveur qui est calibré pour 63 watts en instantané. Vous voyez qu'on arrive quand même à quasiment, peut-être même, je sais pas, un peu plus, allez, on va dire 70 watts. C'est énorme hein, quand même, passer de 63 à 70 watts. Et ensuite, APCU. Oh, bah quelle surprise. APCU consomme beaucoup moins. Et pourquoi il consomme beaucoup moins? Vous savez ça? Il y a une raison à ça, hein, qui est... Dans les objets qui consomment dans un serveur, le premier objet, c'est le premier composant d'un serveur qui consomme de l'électricité, c'est le GPU. Là, en l'occurrence, c'est des serveurs sans GPU, donc on n'en parle pas, on n'était pas là pour faire de l'IA ou de la blockchain ou je sais pas quoi. La seconde chose qui consomme, c'est le CPU. Donc le processeur, en fait. C'est ça qui consomme énormément d'énergie et qui, en plus, produit énormément de chaleur. Et ensuite, le troisième élément en termes de consommation, c'est la mémoire. En fait, cet effet qu'on voit là, il est lié au fait que Redis, en fait, stocke sur disque aussi, et donc qu'il utilise énormément et que c'est un système de base de données, et qu'il y a donc énormément de calculs intensifs. Et donc, plus on va loin, moins il est capable de gérer son propre cache interne à lui-même, et plus il va être obligé de faire des calculs. Et donc, plus il va générer il va consommer de l'électricité parce que les cycles CPU vont être de plus en plus violents. Inversement, APCU, il stocke en mémoire et il ne fait que ça, en fait. Ça, c'est rien faire d'autre, APCU. Il le met dans la mémoire et c'est tout. Donc, ce que ça consomme, c'est de l'énergie pour la mémoire et absolument pas pour le CPU. Et donc, cette puissance nécessaire, en fait, elle est le reflet finalement de l'architecture des deux systèmes. Et enfin, production de chaleur. On a là, ici, donc ça s'appelle le delta T. C'est la différence de température entre la valeur entrante et sortante du châssis du serveur. Et là, ici, on doit être à, je sais pas, une moyenne de, allez, on va dire peut-être 21 degrés. Donc ça veut dire qu'entre la température de l'air qui rentre dans le serveur et la température de l'air qui sort, il y a 21 degrés d'écart déjà. C'est déjà pas mal, hein. C'est une machine qui chauffe bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Redis? Hop, hop, hop. Bon, Redis, il monte. Hein. C'est normal, hein, parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de cycles CPU qui étaient pour lui. Le cycle CPU, c'est quoi? C'est de l'intensité qui passe dans des composants qui finissent toujours par avoir une résistance. Et tout à l'heure, je vous disais, l'effet Joule, c'est ce qui produit de la chaleur, c'est lié au fait qu'on fasse passer une intensité dans un composant électronique qui a une forme de résistance. N'hésitez pas à me dire si c'est trop tech, hein, je vous endors pas trop? Non, ok, super. Et enfin, APCU. Eh bien oui, APCU, forcément, ça fait baisser la température, puisque ça nécessite de moins en moins de cycles de processeurs. Et par contre, ça stocke dans la mémoire. Donc en fait, tout ce qu'on peut stocker dans la mémoire et qui ne nécessite pas un système de gestion de base de données, bah c'est pas mal. Alors, petit bilan. Si je veux résumer. En termes de performance, Redis, il propose en moyenne, hein, j'ai fait la moyenne des deux tests de performance, il propose une accélération de x19, c'est déjà plus qu'honorable. Hein. x19 sur des accès bases de données, vous êtes quand même sacrément content. Surtout qu'il ne faut pas oublier que dans WordPress, des fois, vous rééditez dans la même requête
navigateur, vous pouvez avoir 4, 5, 6 fois, peut-être des fois, la même requête SQL qui va être effectuée. Donc forcément, ça a un impact, x19, vous le voyez, vous le sentez. APCU, c'est x112. Là, vous le voyez vraiment, notamment dans le back-office. En termes de consommation électrique et de production de chaleur, Redis, c'est pas bon, puisqu'on est à plus de, on dépasse ce qu'on fait avec un serveur nu. Donc ça veut dire que de ce côté-là, je ne dis pas que c'est les seuls côtés qui comptent, de ce côté-là, Redis nécessite plus d'électricité et produit plus de chaleur. Il y a une forme de corrélation quand même entre les deux, c'est à peu près normal. APCU, en revanche, consommation électrique, moins 13%. Et production de chaleur, moins 16%. Toujours par rapport à un serveur sans APCU et sans Redis. Donc si on se place d'un point de vue purement chiffré et mesuré des performances énergétiques, thermiques et des performances brutes des produits, il n'y a pas photo, APCU arrive largement devant en termes d'éco-responsabilité. Alors vous allez me dire, dans l'éco-design, il n'y a pas que ça, et vous avez tout à fait raison, donc il y a tout un tas d'autres paramètres qui rentreront en compte. Par contre, si on est vraiment sur les chiffres et la performance brute, regardez, il n'y a vraiment pas photo. Alors, là maintenant, vous allez me dire, mais ok, comment on fait pour utiliser ces deux trucs? Parce que ça a quand même l'air magique, APCU, même Redis déjà, c'est x19, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, comment ça se passe ces trucs-là? Il y a 4 étapes pour pouvoir utiliser ou APCU ou Redis. La première, c'est au niveau de la machine. Redis, c'est un système de gestion de base de données. C'est un logiciel, ça doit être installé sur le serveur. Si vous êtes chez un hébergeur classique, soit vous avez Redis qui est déjà installé et vous pourrez l'utiliser sans doute, soit il n'est pas déjà installé et ça veut dire que l'hébergeur ne l'installera pas. Et vous ne pourrez pas l'installer à votre niveau. Donc ça veut dire que Redis n'est accessible que quand il est déjà installé sur le serveur, sauf à avoir plein de serveurs chez un hébergeur et lui demander d'installer Redis sur toutes vos machines à vous. APCU, en revanche, il est déjà par défaut intégré. Il nécessite juste quelques paramétrages par l'hébergeur, mais il est déjà intégré puisque vous l'avez quand vous avez PHP. Pour activer ces deux choses, vous avez à chaque fois un module PHP à utiliser. Soit le module Redis pour accéder au serveur Redis, soit le module APCU, qui est un module standard, qui fait partie des modules classiques de PHP et qui est activé la plupart du temps. Pour l'instant, APCU est plutôt sympa en termes d'utilisation. Ensuite, en termes d'extension, c'est pareil pour Redis et APCU. Il vous faut installer sur WordPress une extension pour activer ce cache objet pour le cœur de WordPress et pour les extensions, les autres extensions, et le thème d'ailleurs, qui l'utiliseront. Là, vous avez, dans les deux cas de figure, des extensions gratuites, et où certaines sont en freemium, mais honnêtement, toutes les extensions gratuites que j'ai pu tester font l'affaire. Il n'y a pas de vraie différence de performance entre ces extensions-là, que ça soit de l'APCU, que ça soit du Redis. Et d'ailleurs, vous en trouverez sur le repository officiel WordPress, et vous en trouverez aussi sur GitHub, il y en a des très bien foutus aussi. Et ensuite, en termes d'usage, c'est assez facile, à partir du moment où vous avez installé tout ça, le corps de WordPress et les plugins l'utilisent nativement. WordPress détecte qu'il y a du cache objet et il va l'utiliser. Et tout à l'heure, vous parliez de transient. Le transient, c'est quoi? C'est effectivement une forme de cache objet un peu bizarroïde, un peu polymorphe, on va dire, qui va se stocker en base de données quand vous êtes sur un serveur normal et qui surtout va utiliser le cache objet quand WordPress aura détecté qu'il y a du cache objet. Donc si vous installez du cache objet, vous allez accélérer aussi d'un facteur de 19 ou de 112 l'accès en lecture et en écriture à vos transientes. C'est sympa ça quand même. Et autrement, si vous êtes éditeur d'extension ou que vous faites vos thèmes encore sur mesure avec vos fichiers, eh bien vous avez toutes les fonctions WP Cache à utiliser. Vous pouvez faire du get, du set, et vous utilisez le cache comme si c'était une simple variable. C'est OK pour tout le monde? Superbe. Avant de finir, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les chiffres. Je me suis amusé à faire un petit calcul.
pour voir un petit peu ce que ça pouvait représenter finalement, ce qu'on vient de voir là en termes d'économie électrique par exemple. Je ne parle pas de la chaleur, je parle de ce qu'on peut, de ce qui devient un petit peu palpable comme type de données. Est-ce que vous savez combien les data centers en France consomment d'électricité par an? Vous allez me dire beaucoup, oui, mais beaucoup combien? Allez hop, je vous le dis, 10 TWh. C'est monstrueux, 10 TWh. Et on n'est qu'en France, on est le 6e ou 7e pays en nombre de data centers. Hein. C'est autant dire que c'est déjà énorme. Et ça, et en plus, je vous le dis, ça c'est des valeurs de 2024, avec ce qui est en train d'arriver là avec l'IA, ces valeurs sont déjà dépassées, j'ai envie de dire. Et ces 10 TWh, c'est donc ces 350 data centers en France qui consomment 10 TWh. Il y a un petit calcul qu'on peut faire rapidement et essayer d'estimer combien sont réservés aux sites WordPress dans ces data centers. Donc j'ai retenu comme valeur, alors celle-là elle est un peu hypothétique, elle est de dire à peu près 0,1% de ce qui est consommé dans les data centers, c'est pour du site web, déjà, première chose. Et j'ai pris une part de marché de WordPress de 50%, ce qui est à peu près, normalement, c'est, je ne sais plus, 46 ou quelque chose comme ça, donc mettons-le à 50%. Et on se retrouve quand même avec 5 gigawattheures de consommation électrique par an pour faire tourner les sites WordPress qui sont hébergés en France. 5 gigawattheures. Non mais c'est juste... Enfin bon. Ok ? Alors maintenant, ces fameux 13% d'économie de APCU. Alors on va 13%, peut-être que si on mesure différemment, on sera à 14 ou on sera à 12, mais globalement, on va dire que c'est, on est dans ces ordres de grandeur-là. Si effectivement l'ensemble des sites web qui sont hébergés en France utilisaient APCU, on économiserait 650 mégawattheures par an. Et vous savez ce que ça fait, 650 mégawattheures par an? Ça fait 65 foyers de 4 personnes pendant 1 an. Des foyers, des maisons de 100 mètres carrés dans le centre de la France, parce que c'est comme ça qu'on mesure, ça fait 65 foyers de 4 personnes. C'est ça l'économie d'utiliser APCU sur ces sites WordPress, si tout le monde le faisait. Bon. J'espère vous en avoir convaincu au moins 1 ou 2 dans cette salle. Ouais, peut-être aller 2, 3. Et je vous remercie. Ah, Louis, je savais que tu allais poser une question. Je ne te l'ai pas posé celle-là. Du coup, il y a une question qui m'est venue quand tu as dit que justement APCU allait plutôt utiliser de la mémoire plutôt que du CPU. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que derrière, les ressources du serveur en mémoire soient plus élevées que si on faisait du Redis par exemple? Est-ce que Oui. ça va impacter? Okay. Oui, tout à fait. Il y a effectivement, pour utiliser pleinement les capacités d'APCU et être sûr de ne jamais arriver au phénomène qu'on voyait là à 64 mégas, parce que j'avais fixé cette limite-là, mais pour arriver jamais à ce phénomène-là, il faut forcément avoir plus de mémoire à allouer. Mais d'un autre côté, si vous regardez un petit peu les hébergeurs actuellement, le ratio CPU-mémoire est fait pour avoir du cache-objet, que ce soit de la PCU ou du Redis. Et donc il y a toujours, on va dire proportionnellement, toujours un petit peu plus de RAM que de CPU dans les packages hébergeurs. Et c'est notamment pour ça. Merci. Merci. J'avais une question quand tu dis que APCU, par exemple, il est d'office sur les... comment dire ? Les comptes d'hébergement ? Oui, voilà. Ouais. Justement, pourquoi s'il y est, il ne peut pas être activé, quand tu donnes les chiffres à la fin, effectivement, c'est assez parlant. Et on se dit, ce serait quand même simple qu'il soit activé d'office aussi. Ah, mais c'est très simple, c'est à toi d'installer le plugin qui va bien dans ton WordPress. En fait, il ne sera effectivement fonctionnel pour WordPress que si tu installes le plugin. L'extension, pardon. Didier n'est pas là, ça va.
Un hébergeur ne va pas venir t'imposer des extensions. Une fois que tu as installé ton WordPress, tu installes ton WordPress, il ne va pas aller t'imposer de t'installer des extensions dans ton dos, en fait. Donc c'est vraiment à toi de faire la démarche. Et c'est valable pour d'autres. Hein. Laravel, si tu fais du CMS sous Laravel ou sous Drupal, tu es obligé d'installer un module pour ça dans tous les cas. Pourquoi on utiliserait... Au final, quand on voit les chiffres du comparatif, ça donne envie d'utiliser APCU et pas Redis. Qu'est-ce qui me ferait utiliser Redis plus que... Quels seraient les avantages d'utiliser Redis, vu que quand on compare les deux, on dit mais il n'y a pas photo. Ouais, alors il y a plusieurs avantages à utiliser Redis par rapport à APCU. La première, c'est pour des questions d'architecture technique. Quand tu es sur du mono-serveur, tu n'as pas vraiment d'intérêt. Par contre, dès que tu es sur du multi-serveur, c'est-à-dire quand tu as, imagine, 2 serveurs PHP qui tapent dans une base, ça permet de distribuer un petit peu la charge sur 2 serveurs PHP, APCU ne sait plus fonctionner et Redis est fait pour ce mode de fonctionnement. Donc vraiment, Redis ou même Cachette d'ailleurs, là on arrive sur des sujets vraiment de distribution en fait. Tant que tu es sur du mono-serveur et que tu n'as pas l'habitude d'utiliser ou Redis ou APCU, va sur de l'APCU. Si par contre tu as l'habitude d'utiliser du Redis, ça te fait gagner du temps. Et du temps de conception. Et du temps de conception, bah, c'est quoi? C'est aussi faire de l'éco-design. Et donc finalement, si tu as l'habitude de Redis, continue à l'utiliser, même s'il est peut-être un peu moins performant, parce que tout ce que tu vas gagner sur le temps de conception, bah, c'est toujours ça en moins d'énergie, de prix, pour fabriquer ce service. Est-ce que je suis clair, pas clair? Oui. Et merci pour cette... Ah, merci. Merci pour l'intervention. J'avais une petite question d'ordre pratique. Moi, j'utilise beaucoup APCU, Redis et Varnish. C'est super. En fonction des trois... Ouais, alors Varnish, c'est devant, c'est complètement à l'extérieur. Hein. Oui, totalement. Et du coup, c'était intéressant pour moi de connaître quels sont les critères pour vous de sélection en dehors de la partie multi-serveur. Pourquoi APCU et Redis? Moi, je détecte d'énormes différences de consommation de RAM. Et de mon point de vue, je me dis que ça a quand même une incidence aussi sur la dépense électrique. Et c'était un petit peu pour avoir quels sont les critères de sélection par rapport à quel moment je vais utiliser APCU en dehors de la partie technique qui fait qu'il y a des infrastructures PHP. Ok. Alors en fait, moi, j'ai pas de critères de décision. Quand c'est moi qui conçois, je prends systématiquement APCU parce que je connais les différences. Et de toute manière, les packages hébergeurs sont toujours en faveur de la RAM par rapport au CPU. Un CPU, en moyenne, c'est à peu près entre 7 et 10 fois plus consommateur que de la RAM. Bon, bah voilà, le calcul, il est vite. Quel que soit le type de RAM, quel que soit le type de CPU. Donc finalement, si on a la capacité RAM pour ça, il n'y a aucune raison de faire du Redis finalement. Et donc il y a toutes les raisons de faire du APCU. Ok, c'est gentil. Par contre, une petite chose, si on fait du mutualisé, la RAM, elle est limitée, on ne peut pas en mettre plus de 256 Go très facilement. Si on fait du mutualisé sur un serveur, la RAM, elle a un impact. Je parle d'hébergement, je ne parle pas de mutualisé. Non, je rigole. Un serveur. Oui, je comprends le sujet. Effectivement, le principe d'un hébergeur mutualisé, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc celui qui va réclamer, c'est celui qui va être servi, la plupart du temps, pas pour tout. Pour la RAM, j'imagine que ça doit être comme ça dans la plupart des cas, et donc ça veut dire qu'il faut très vite réclamer de la RAM sur un serveur mutualisé quand on utilise APCU. C'était vraiment dédié partagé, c'est moi qui ai mal formulé. Où on va imposer des limitations de consommation, mettons 6 clients sur un dédié partagé. Ouais. On va limiter, on a 256 Go, on va diviser par 6 le nombre de RAM en le gardant un petit peu pour le serveur. Pas forcément, ça dépend des sites. Hein. Il y a des sites des fois avec juste 8 gigas pardon, ou 8 mégas même peut-être de RAM, c'est suffisant pour certains sites. Et d'autres, ils en auront besoin de 512. Donc vraiment, c'est du cas par cas, hein, le calibrage mémoire pour le cache objet. C'est tout bête, hein, mais un site WordPress avec un WooCommerce, même avec 20 000 références, ça consomme mais énormément plus qu'un site qui aurait 100 000 articles. Juste les références ou 100 000 articles, 100 000 posts, je veux dire.
100 000 postes, ça consomme beaucoup moins de RAM que des variations sur des références de produits. Donc c'est au cas par cas qu'il faut étudier ça. De manière générale, ce qu'on dit, c'est qu'on procède par dichotomie pour trouver quel est le bon truc. On fait des tests de charge sur la machine, on part avec le max de RAM qu'on est capable d'avoir. Quand on voit que ça passe, on divise par 2, donc on se positionne au milieu, on regarde si ça passe ou si ça passe pas. Il y a moyen de le voir. Si ça passe, on va continuer à rediviser par 2 jusqu'à trouver la bonne valeur. Si ça passe pas, on remonte sur la première moitié et on fait vraiment, c'est par dichotomie qu'il faut le faire. Et il n'y a que par le test qu'on peut réellement le savoir, à moins de connaître l'empreinte mémoire de chaque référence de produit dans WooCommerce, de chaque poste, etc. Et ça, c'est des calculs, enfin, il y en a pour des années. Mais effectivement, ça passe par le fait de calibrer la quantité de mémoire nécessaire, passe par les tests. Maintenant, c'est sans doute aussi peut-être une des raisons pour laquelle je vous encourage à ne pas mettre 250 sites sur un compte d'hébergement. C'est que vous allez, l'heuristique pour trouver quels sont les besoins de chaque site va devenir de plus en plus complexe et à la fin, vous allez passer plus de temps à essayer de trouver ça qu'à faire réellement des sites. Donc, essayez de ne pas mettre une infinité de sites sur un compte et prenez plutôt à ce moment-là des tout petits comptes peut-être chez les hébergeurs qui proposent des tout petits comptes et comme ça ils sont juste calibrés à la dimension qui est nécessaire. Maintenant encore une fois, les ratios CPU RAM de la plupart des hébergeurs français sont vraiment en faveur de la RAM et donc n'hésitez pas à consommer de la RAM. Encore une fois, la RAM ça consomme beaucoup moins d'électricité que du CPU et surtout ça ne génère pas d'effet Joule ou très peu par rapport au CPU. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Un gros applaudissement pour lui, pour cette conférence passionnante. Merci à vous.